Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode de Watch Epicure. Donc nous allons parler sur cet épisode d'une montre mythique et emblématique. Vous l'avez compris peut-être avec le fond de la vidéo, la Rolex Daytona. Donc voilà ce chronographe mythique qui reconstitue un Graal horloger pour pas mal de monde. Voilà, puis on va vous expliquer pourquoi cette montre, c'est vrai, est toujours assez remarquable. Tant Rolex l'a fait évoluer au fil du temps et ça reste toujours un modèle qui est très très désirable et très recherché du fait de sa petite série. Donc voilà, nous avons la chance de voir ici une version en cadran blanc. Voilà, donc très joli modèle. Bicompax. Donc voilà, trois cadrans avec une petite seconde. Poussoir vissé, donc voilà, ce chronographe assure, voilà, ça c'est un petit peu vraiment le petit plus avec Rolex, une étanchéité à 100 mètres. Donc une montre chrono avec laquelle vous pouvez vous baigner. Donc voilà, pas de souci d'étanchéité comme par exemple avec une Omega Speedmaster. Voilà, toutes les deux ont été conçues pour les pilotes automobiles, hein, puisque la première Daytona est sortie en 1963 et la Speedmaster est sortie en 57. Donc voilà, on va dire un petit peu l'histoire. L'histoire se suit mais ne se répète pas. Vous voyez, voilà, pour avoir eu un petit peu des Speedmasters dans les mains, voilà, c'est une très belle montre. Mais je trouve que la Daytona a un côté un petit peu plus, on va dire, peut-être luxueux. Voilà, on fait partie, voilà, là on atterrit vraiment quand même dans les beaux chronographes, beaux chronos manufacture. Voilà, donc Rolex, les premiers chronographes remontent aux années 30. Voilà, avec les références, je crois 64-32. Première Daytona, donc on a dit en 1963. Il y a des modèles aussi pré-Daytona qui sont très beaux, aux alentours des années 60, voilà. Bon, ça, ce sont vraiment des pièces aujourd'hui qui ont pris des codes folles, voilà. Et donc, bien sûr, l'engouement de la Daytona est venu principalement du fait que des personnalités ont porté cette montre, comme notamment aux États-Unis Paul Newman, donc le célèbre acteur, mais qui était un pilote automobile et puis qui pilotait vraiment des voitures avec sa Daytona, donc avec ses Daytona avec des cadrans particuliers dits Paul Newman, voilà, que vous pouvez voir ici, vous voyez, avec le chemin de fer sur le cadran. Voilà. Regardez ça, voilà, puisque bon, après ce qui est vraiment magnifique, c'est qu'à l'époque, les cadrans étaient faits avec des matières de ce qu'on appelle organiques, donc voilà, des montres avec notamment du tritium, des cadrans peints, donc voilà, des montres qui ont au fil du temps eu une évolution dans les cadrans, les patines, donc voilà, c'est vrai que ce sont des pièces qui sont vraiment exceptionnelles, mais voilà, là, attention, il y a eu beaucoup de faux cadrans, donc bien sûr, beaucoup de contrefaçons dans le milieu horloger, notamment sur cette pièce Daytona qui est très très rare. Et je vous cache pas qu'un ami m'a envoyé une photo de une de pièces qui était très très bien faite. Voilà. Souvent on va noter la différence sur le Daytona qui est écrit un petit peu plus légèrement avec un rouge plus vif et légèrement plus épais. Mais sinon sur l'est de la montre c'est très très difficile à déceler. Voilà. C'est vrai que là on voit que les faussaires ont quand même fait vraiment de très forts progrès. Voilà. Bracelet polymiroir comme sur les GMT Master. Voilà, donc vraiment une pièce très jolie chrono. Hein, le cosmographe aujourd'hui Daytona se négocie aux alentours de 12 800 euros en prix boutique. Voilà, pour la montre que c'est vrai que c'est très correct, mais le problème c'est que la plupart des revendeurs ne les vendent pas, les réservent que pour leurs plus gros clients. Malheureusement, c'est un peu la réalité aujourd'hui chez Rolex. Ne serait-ce que pour acheter une simple submarinaire, c'est compliqué. Donc une Daytona, je vais pas vous cacher que voilà. Après, il faut toujours tenter, hein, qui tente rien à rien. Voilà, si vous avez un peu de chance, vous parviendrez peut-être à mettre la main sur cette pièce qui devient à la sortie d'un magasin instantanément une pièce de collection. Ça, c'est vrai que c'est vraiment sympa, vous voyez.
Et c'est vrai que pour remonter un petit peu à l'histoire de la Daytona, donc les modèles 62-63, les premières étaient animées par un Valjoux, me semble-t-il. Puis dans les années 90, avec la crise du quartz arrivant, Rolex fait appel à la manufacture Zenith avec le El Primero, qui donc possédait un calibre automatique fiable et très précis, chose que Rolex aujourd'hui, enfin, à l'époque, n'avait pas. Donc ils ont pris un El Primero et l'ont redimensionné au cahier des charges Rolex. C'est-à-dire en fait, pour le rendre peut-être plus fiable, plus précis, diminuer la fréquence d'oscillation et vraiment avoir quelque chose de très fiable avec la version sur la version Daytona 116-520. Donc voilà, on va dire qu'on les appelle les Dayto Zenith, mais le calibre a été profondément modifié par Rolex. Voilà, qui sont aussi des séries très belles qui prennent des jolies patines, puisqu'avant les années 2000, on utilisait encore du tritium. Voilà, comme les Daytona, les Patrizzi aussi, qui ont un marron un petit peu chocolat. Voilà. Donc je vous invite un petit peu à vous renseigner, regardez un petit peu la finesse de boîte. Voilà, c'est vraiment une belle montre. Elle se pose vraiment bien sur le poignet. Voilà, c'est vrai que c'est l'inspiration du monde automobile, hein, Daytona, à savoir que Rolex a failli l'appeler Le Mans. Voilà, Jean-Claude Killy était un ambassadeur dans les années 60 aussi, mais voilà, en vue d'être performant sur le marché américain, voilà, lui donné le nom de Daytona qui est aussi assez mythique, hein, voilà. Donc voilà pour cette pièce d'horlogerie. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous likez les vidéos, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me faire de la pub. Merci à vous et à très bientôt sur Watch et Piqueur. Merci.